Salut, je m'appelle Jessie. Avez-vous déjà été trahi par quelqu'un que vous aimiez? J'ai toujours cru en l'amour, mais il n'a pas toujours été rempli d'arc-en-ciel et de licornes. Toutes les histoires n'ont pas une fin heureuse. Bien sûr, je savais que le premier amour est rarement heureux, mais je ne pouvais même pas imaginer que le mien finirait en allant à la police et en révélant une grosse arnaque. Le nom de mon premier amour était Arthur. Nous nous sommes rencontrés à l'école. Il était chevaleresque et me courtisait. Nous étions amoureux, mais avons rompu juste après 2 mois. Mais quels 2 mois ils ont été! J'étais profondément blessée et je me sentais perdue. Je veux dire, ça fait 4 ans, mais je pense toujours à lui. Nous avons rompu parce qu'Arthur s'est plongé dans les études. Et ses parents étaient contre notre relation. Sa famille n'était pas vraiment aisée. Ses parents voulaient qu'il grandisse pour réussir. Et, à leurs yeux, j'étais une distraction. Pourquoi ai-je abandonné si facilement? C'est très simple. Un jour, il m'a dit « Désolé, mais nous ne pouvons plus être ensemble. » Et juste comme ça, il m'a claqué la porte au nez. Hystérique, je me suis enfuie de sa maison. Donc, 4 ans se sont écoulés depuis que nous nous sommes vus la dernière fois. Mon cœur brisé a lentement guéri. J'ai vécu ma vie, fait des plans et voulu déménager en Europe. Jusqu'au jour où je faisais défiler mon fil d'actualité Facebook et j'ai vu une notification concernant le futur anniversaire d'Arthur. C'était comme si j'avais été frappée par un éclair. Je suis allée sur sa page et j'ai commencé à regarder nos photos ensemble. J'ai été submergée de souvenirs. Votre passé vous a-t-il déjà manqué? J'ai décidé d'aller dans notre café préféré. J'ai commandé notre plat de pâtes préféré et puis j'ai reçu un appel. C'était Arthur et il m'a invité à sa fête d'anniversaire. J'ai été choquée mais promis d'y réfléchir. J'avais des papillons dans l'estomac et mon cœur battait la chamade. Arthur a dit qu'il était bien plus mature maintenant, a réalisé ses erreurs et souhaite arranger les choses. J'étais d'accord car j'avais toujours des sentiments pour lui et je voulais vraiment le revoir. Mais bien sûr, j'avais peur qu'il puisse me blesser à nouveau. Quand le jour est arrivé, je me suis vêtue d'une superbe robe, mis mes meilleures chaussures, appelé un taxi, toujours inquiète et anxieuse, et me suis dirigée vers la fête d'anniversaire. J'ai tout de suite vu Arthur. Il attendait au bout du trottoir. C'est comme si ces 4 années n'avaient jamais existé. Il me fit un câlin et mes jambes cédèrent sous l'excitation. Nous sommes entrés dans la maison, la musique faisait rage et tout était très bruyant à cause de toutes les voix des autres personnes. J'ai regardé la foule et me sentais mal à l'aise, mais Arthur a fait un effort pour que je me sente chez moi. Il m'a câlinée et m'a demandé d'entrer dans sa chambre pour que nous puissions parler. Arthur me parlait de sa vie sans moi. Selon ses mots, c'était une période difficile. Ses parents ont exigé qu'il ait un 16 de moyenne afin qu'il puisse obtenir une bourse. Il a dit qu'il a pu entrer à l'université et a même ouvert sa propre petite entreprise. Et qu'il pensait à moi tout ce temps. Et maintenant que ses objectifs sont atteints, il ne peut plus attendre d'être avec moi. Nous avons discuté pendant un moment de la façon dont nous avions changé pendant cette période, puis nous nous sommes retournés à la fête. Je n'arrêtais pas d'intercepter son regard rempli d'admiration sur moi. Pour la première fois depuis longtemps, j'étais enfin vraiment heureuse. Après la fête, nous avons continué à nous voir, et après une semaine, Arthur a proposé de rendre notre relation officielle. Ses parents n'interféraient plus, et puis l'université était terminée. Au début, je ne voulais pas parler à mes parents de ma relation avec Arthur. J'avais peur qu'ils soient contrariés. Ils pouvaient clairement se rappeler comment j'étais, à quel point mon état d'esprit était brisé. Nous nous amusions enfin, et puis une fois, nous avons fait du shopping ensemble. Arthur m'a emmené au comptoir à bijoux et m'a proposé d'essayer une bague et des boucles d'oreilles. J'ai mis la première bague que j'ai vue à mon doigt, quand tout à coup Arthur me demanda « Veux-tu m'épouser ?» Bien sûr que j'ai dit oui. Je devais maintenant le dire à mes parents. Dire qu'ils ont été choqués par ce retournement de situation, c'est peu dire, mais ils ont dû l'accepter rapidement. Après un certain temps, cependant, Arthur a changé. J'étais nerveuse et je pensais que c'était de ma faute. Je l'ai supplié de me dire ce qui n'allait pas. Il s'est avéré que son entreprise a fait faillite et qu'il avait besoin d'un investisseur le plus tôt possible. J'ai découvert tous les détails et j'en ai parlé avec lui. Et je lui ai dit tout de suite que je lui offrirais mon aide. L'aide de mon père, pour être exact. J'ai supplié mon père de lui donner de l'argent. J'ai dit qu'Arthur avait des problèmes et qu'il avait un besoin urgent d'une grosse somme d'argent.
Il rembourserait tout dès qu'il en aurait l'occasion. Arthur se mit directement en mode travail. Il faisait des calculs compliqués et était toujours occupé à travailler. Même pendant que nous nous endormions l'un à côté de l'autre. Arthur se parlait à lui-même de choses en rapport avec son entreprise. Je me sentais un peu mal à l'aise. Mon père a accepté de lui donner de l'argent. Cette même nuit, nous avons transféré l'intégralité de la somme. Mon père s'est finalement calmé et a suggéré que nous organisions un dîner de célébration en l'honneur de nos fiançailles et pour renforcer leur relation. Il voulait en savoir plus sur Arthur. Pendant cette soirée, papa et Arthur se moquaient l'un de l'autre toute la nuit. Je les regardais, mon cœur était rempli de joie. Je pensais qu'ils avaient vraiment bien accroché. Un peu plus tard, ils ont été rejoints par le partenaire commercial de mon père. L'oncle Franck s'est arrêté pour donner des papiers à mon père. Mon père l'a toujours traité comme un frère et une partie de notre famille. Aussi longtemps que je m'en souvienne, je l'ai toujours aimé comme un oncle depuis que je connaissais. C'est pourquoi papa lui demanda de rester. Il est parti plus tard cette nuit-là. Je suis allée me coucher dans ma propre chambre. Mais plus tard, j'ai décidé de jeter un coup d'œil à Arthur pour savoir comment s'était passée la soirée, mais il n'était pas dans sa chambre d'amis. Je n'ai pas vraiment fait attention à ce détail et je suis retournée me coucher. Arthur est parti le matin, mais dans l'après-midi, mon père, fou de rage, prit d'assaut ma chambre. Je n'ai jamais vu aussi en colère. Il a dit que le coffre-fort de sa chambre avait été cambriolé. L'argent qu'il était censé donner aujourd'hui à son partenaire avait disparu. Bien sûr, papa accuse Arthur. Je n'ai pas pu dire un mot quand papa est sorti de ma chambre et a appelé la police. La police fouilla longtemps la maison, puis ils m'ont interrogé pendant un moment. Je ne pouvais pas dénoncer Arthur, même si je soupçonnais aussi que c'était lui. Je ne savais pas quoi faire, alors j'ai dit qu'il avait passé toute la nuit avec moi et n'avait quitté ma chambre que tôt le matin. Je me sentais mal. Comment pouvais-je être aussi bête? J'ai encore cru Arthur. Comment pouvait-il être un criminel? Je ne pouvais tout simplement pas y croire. Je me suis dirigée directement chez Arthur et je voulais tout savoir. Il arrosait des fleurs dans la cour, il avait un grand sourire aux lèvres et semblait ravi. Je l'ai d'abord serré dans ses bras, puis j'ai pris mes distances. Il me demanda de l'attendre à l'intérieur. Quand je me suis assise sur le canapé du salon, j'ai senti qu'il y avait quelque chose sous moi. J'ai cherché avec ma main sous le canapé. Nerveusement, j'ai sorti un sac rempli d'argent. J'étais choquée, malgré certains de mes soupçons. Je sentais la sueur collante sur mon front. Mes mains tremblaient, ma tête tournait. Argent? Arthur? C'était donc lui? J'étais vide à l'intérieur. J'ai continué à me repasser des photos de nous ensemble dans ma tête. Et je ne pouvais pas y croire. Ça ne pouvait pas être vrai, n'est-ce pas? J'ai appelé la police et j'ai dit qu'Arthur était le voleur. Ce fut la décision la plus difficile de ma vie. J'ai admis être amoureuse d'un trou du cul et me suis dit que je ne devais pas le cacher. La police est arrivée au moment même où Arthur entra dans la maison. Il était pour le moins stupéfait. Il m'a regardé et a continué à me demander ce qui se passait. Je ne pouvais même pas le regarder dans les yeux. J'étais en colère de lui avoir accordé ma confiance. La police emmena Arthur et l'argent, et j'ai appelé mon père, sanglotant au téléphone. J'avoua que j'avais menti à lui et à la police l'année dernière. Arthur fut libéré quelques jours plus tard. Il est allé directement chez moi avec les flics. Les flics dirent à mon père qu'Arthur n'était pas le voleur. L'argent était le profit de son entreprise et il allait l'utiliser pour rembourser la dette. Mon père avait l'air déconcerté. Il n'arrivait pas à accepter cette nouvelle. Il serra la main d'Arthur sans émotion et lui tapota l'épaule. Il s'est avéré que le partenaire de papa avait volé l'argent. Ça faisait 10 ans qu'il le faisait. Je me souviens que papa avait dit que quelqu'un proche de lui volait son argent durement gagné. La police l'a attrapé par hasard. Son ex-amante, qui l'a largué et dont il a brisé le cœur, l'a dénoncé. Le partenaire de papa s'est introduit dans le coffre-fort en le vidant complètement. Papa a été avec son partenaire pendant toute la durée de son entreprise. Cette nouvelle le choquait. Il avait une confiance aveugle en lui et le traitait toujours comme un membre de sa famille. Après qu'un certain temps se soit écoulé depuis ces événements, nous nous sommes mariés. Le groupe jouait, mon père se saoulait, continuait de faire des allusions aux petits-enfants. J'invitais toutes mes copines. Les amis portaient des toasts en disant des choses incroyables. J'étais si heureuse. Vous ne pouvez pas toujours voir la vraie nature d'une personne derrière un masque amical et de jolis mots. Mais ce n'est pas une raison pour ne pas croire au grand amour.
Si vous avez aimé l'histoire, cliquez sur j'aime et abonnez-vous à ma chaîne. Bonne journée! Salut, mon nom est Julia, j'ai 18 ans. Avez-vous déjà voulu amener votre âme sœur à un asile? J'espère que vous n'avez pas eu à le faire. Moi, je n'avais pas réalisé avant récemment que je sortais avec un total psychopathe. Mon petit ami a non seulement brisé ma confiance, mais il m'a humiliée devant tout le collège en partageant mon information personnelle. Visionnez la vidéo jusqu'à la fin pour découvrir comment mon petit ami s'est fait de l'argent sur moi en prenant avantage de moi et de mon innocence. Ce jour, je suis allée au collège comme à l'habitude. Les garçons me regardaient toujours et les filles m'enviaient. Ce n'était pas surprenant car j'étais la plus belle du collège et personne ne pouvait argumenter cela. Quand je marchais dans un couloir pour me rendre à ma classe de chimie, je me suis fait accrocher par Mike, un garçon très studieux, un intello. Et en me basant sur le montant de boutons qu'il avait au visage, je pense bien qu'il était vierge. Aucun des jeunes normaux ne voulait lui parler. Pour être honnête, je n'avais jamais rencontré quelqu'un d'aussi ennuyeux. Mike hésita pour un moment, puis il me prit de côté pour me dire secrètement que Steve, qui était assis près de lui en classe d'histoire, regardait toujours ma photo. Je suis d'accord que ce n'était pas la fin du monde. Plusieurs garçons regardaient mes photos sur les réseaux sociaux. Le seul problème était que sur une des photos que Steve admirait, j'étais complètement nue. J'étais sous le choc. Je suis immédiatement partie trouver Steve. Je n'ai pas eu à le chercher longtemps. Le scélérat arriva en classe de gym. Je l'ai immédiatement attaqué, lui exigeant une explication. J'étais si fâchée que je voulais l'étriper. Ce n'était que lorsque j'ai réalisé que tout le monde nous regardait que je me suis calmée un peu. Je ne voulais pas relever de soupçons. Avez-vous été le centre d'attention d'un scandale? Steve a tenté de feindre qu'il ne savait pas de quoi je parlais, mais j'ai réussi à lui arracher son téléphone des mains juste à temps. Aussitôt que j'ai vu l'écran, j'ai presque perdu connaissance. Quoi? Ma photo était en fond d'écran? Et j'étais presque nue? Oh, c'était affreux! Voyant que je l'avais exposée de la sorte, Steve rougit et admit qu'il avait acheté la photo de mon petit ami. Ça ne pouvait pas être vrai! Nick ne m'aurait pas fait ça! Oui, il était un photographe, mais ça ne voulait pas dire qu'il pouvait vendre mes photos ainsi. J'ai décidé de jouer l'innocente. Je ne pouvais plus écouter la leçon de chimie quand la seule chose que j'avais en tête était le cauchemar que j'étais en train de vivre. Chaque minute, quelqu'un d'autre obtenait une de mes photos et je devais l'en empêcher. Ma meilleure amie et moi avons couru chez Nick lorsque les courses sont terminées pour découvrir ce qui se passait. Il n'était pas à la maison. Eh bien, c'était peut-être pour le mieux. Après nous être consultés, Marie et moi avons décidé de rentrer par effraction en ouvrant une fenêtre. Peut-être pourrions-nous mettre la main sur les photos et les détruire. J'étais d'accord. C'était totalement illégal. Mais je devais découvrir ce qui se passait. Nous ne pouvions pas déverrouiller son ordinateur portable ni sa tablette. Nous perdions notre temps à essayer de trouver le mot de passe. C'est une bonne chose que Marie ait remarqué la caméra. Nous l'avons allumée pour regarder les dernières photos qui avaient été prises et nous avons été horrifiés. Il y avait une collection de photos de moi qui n'avait clairement pas été planifiée. Je ne savais pas d'où elles pouvaient bien venir. Je savais définitivement que je n'avais jamais posé nue pour Nick. Je n'y voyais aucune utilité. Au beau milieu de ma panique, Marie remarqua la robe que je portais quand Nick m'avait photographiée. C'était la robe que j'avais portée le jour des fiançailles de mon ami et Nick m'avait accompagnée. Oh, et nous avions trop bu. Je ne me souvenais même plus comment nous étions rentrés chez nous. Nick m'avait ramenée chez lui et avait pris avantage de moi pendant mon inconscience pour faire une séance de photos que je n'aurais jamais été d'accord de faire. Il s'avérait qu'il avait tout planifié. Quel traître! Et moi qui lui faisais confiance. Nous avons passé à travers toutes les photos pour nous assurer que je n'étais pas la seule à qui il mentait. Notre intuition ne nous a pas menti. Parmi les photos, nous avons trouvé d'autres filles. Parmi elles, j'ai reconnu Sophie, une étudiante de l'année d'avant qui rendait tous les garçons fous. Nous étions si dégoûtés et prises par les photos que nous n'avons même pas remarqué la présence de Nick jusqu'à ce qu'il commence à nous engueuler.
Je pense bien qu'il nous aurait étripés s'il avait vu la caméra dans mes mains. Nick n'a pas répondu à aucune de mes questions, mais il a réussi à garder son calme et nous escorter hors de chez lui. Eh bien, nous devions quitter. Si seulement nous avions eu la chance de prendre la caméra avec nous. Après avoir marché une bonne distance, Marie et moi avons décidé d'aller voir Sophie. Nous savions qu'elle venait d'accepter un emploi d'été à un petit café. Sophie était très heureuse de nous voir au début, mais quand nous l'avons informée de la raison de notre visite, elle était choquée. Elle nous a dit qu'elle avait sorti avec Nick l'an dernier et ils avaient même habité ensemble pour un mois, mais ils avaient cassé, plus particulièrement à cause de la mauvaise habitude à Nick de boire tous les week-ends. Un jour, après une fête animée la veille et trop de tequila, Sophie s'était réveillée avec une gueule de bois et trouva Nick près d'elle avec une caméra en main. Basée sur le petit son de clic, elle savait tout de suite qu'il prenait une photo d'elle. Sophie ne portait aucun vêtement, mais Nick lui avait dit que cette photo était spécialement pour lui. Vous voyez, il aimait bien admirer ses beautés. Oui, elle regrettait maintenant de ne pas lui avoir demandé de supprimer cette sale photo. Comment vous sentiriez-vous si vous appreniez que votre ex-petite amie était un psychopathe et un traître? Quand Sophie apprit que le scélérat vendait des photos de ses ex-petites amies, elle nous a persuadés de retourner chez Nick, malgré le fait que je lui dis qu'il ne voudrait rien entendre. Évidemment, j'avais raison. Avec un sourire malicieux, Nick a dit qu'il n'avait aucunement l'intention d'arrêter ce qu'il faisait et que nous n'avions aucune façon de prouver quoi que ce soit. Il s'est moqué de nous, disant qu'il se faisait une fortune grâce à nos photos et qu'il pouvait maintenant presque s'acheter une voiture. Nick n'avait pas peur de se faire prendre la main dans le sac. Il nous a dit que si nous nous plaignions encore ou que nous alertions la police, il imprimerait nos photos et les afficherait partout au collège. Comment n'avais-je pas réalisé que je sortais avec un dérangé? Après son discours vicieux et ses moqueries, Nick nous escorta hors de chez lui et claqua la porte. Sa menace était sérieuse. Les filles étaient visiblement affectées. Sophie était sur le bord des larmes. Je ne voulais même pas penser ce que nos parents diraient en découvrant cette horreur. Personne ne croirait que Nick avait pris ces photos sans notre accord. C'était une bonne chose que pendant que mon ex-petite amie engueulait mes copines, j'avais piqué sa carte mémoire de son bureau, qu'il me défendait toujours de toucher. Je l'avais prise une fois et il avait fait une crise. Je ne l'avais jamais vu si agité. Bien évidemment, j'avais toujours été curieuse de découvrir ce qu'il cachait. Mais ma conscience m'avait toujours retenue de fouiller dans ses effets personnels. J'avais informé les filles de cette carte mémoire mystérieuse. J'espérais maintenant pouvoir lui faire du chantage, car c'était peut-être notre dernière chance de sauver notre réputation. Quand nous sommes arrivés à la résidence, nous avons immédiatement fouillé le contenu de la carte mémoire, mais il n'y avait rien de mal. Ça ne se pouvait pas que Nick ait été si inquiet d'une carte qui ne contenait rien. Tout était perdu. Maintenant, elle continuerait de vendre les photos jusqu'à ce qu'il puisse acheter sa voiture et pire, une maison. Pendant que moi et Marie nous préparions à faire face à la honte de notre vie au collège, Sophie s'est rappelé qu'il y avait une façon de cacher le contenu d'une carte. Nous avions besoin de quelqu'un qui était doué avec les ordinateurs et à qui nous pouvions faire confiance. J'ai immédiatement pensé à Mike l'ennuyeux. Apparemment, il était bon avec les ordinateurs. Il avait l'air surpris de nous voir tout arriver dans sa chambre. Nous n'avions même pas réalisé qu'il était presque minuit. C'était évident par la vue de son t-shirt que nous l'avions sorti du lit. Cependant, Mike était d'accord de nous aider, même s'il n'avait aucune idée de ce qui se passait. Nous lui avons simplement demandé de s'assurer que la carte mémoire était vide. Eh bien, peut-être qu'il n'était pas aussi ennuyant que je le croyais. Mike a fait de la magie sur son clavier et quelques minutes plus tard, nous étions tous en train d'admirer une photo nue de mon ex. Il s'avérait que ce fanatique de nudité faisait aussi des autoportraits. Nous avons tous éclaté de rire, incluant Mike qui ne comprenait pas du tout ce qui se passait. Maintenant, essayons de voir si Nick veut encore jouer le jeu du chantage. Nous allions bien le remettre sur la sellette. Il vivrait la honte de sa vie et serait la risée de la ville pour des années à en venir. Pour nous assurer de rester en contrôle, nous avons décidé de lui envoyer les photos sur son courriel, exigeant qu'il supprime toutes les photos de nous qu'il avait. Nous allions lui rendre la carte mémoire une fois qu'il aurait toutes détruites les photos devant nous. Bien sûr, nous allions garder des copies de ces photos. Après cette rencontre, Nick a commencé à nous éviter et il a éventuellement quitté la ville. Après toute cette histoire, nous avons réalisé que nous n'étions pas assez prudentes. Maintenant,
nous allions faire plus attention avec qui nous nous tenions et surtout rester loin de toutes ces fêtes. Nous avons demandé à Mike de ne rien révéler sur ce qu'il avait vu et nous l'avons remercié, car sans lui, nous n'aurions jamais découvert la traîtrise de mon ex-petite amie. Hier, un excellent étudiant amassa le courage de m'offrir des fleurs. Bien, il n'est pas à tomber par terre, mais il est honnête et sincère. Si vous avez aimé mon histoire, assurez d'aimer notre vidéo, de vous abonner à notre chaîne et partager cette vidéo avec vos amis. Salut, je m'appelle Daisy. Je n'ai que 17 ans et j'ai déjà réussi à rompre avec le prince charmant. Croyez-vous au destin? Avez-vous déjà essayé de prédire l'avenir? Alors, est-ce devenu une réalité? Ma prédiction s'est réalisée, mais certainement pas de la manière dont j'aurais voulu. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin et découvrez quel secret ma diseuse de bonne aventure a gardé. Je suis une fille hilarante. On pourrait dire une voyou. Cela a toujours été le cas. Heureusement, j'ai de la chance avec mes parents. Premièrement, ils me pardonnent toujours tout. Deuxièmement, ils sont super riches, donc j'ai toujours de l'argent pour mes singeries. Et quant à moi, je m'en fiche de partager un peu de cette richesse avec mes proches. Mais cela m'a finalement conduit à des problèmes. L'année dernière, j'avais un petit ami, Brent, un vrai prince charmant. Avec lui, je me sentais encore plus comme une princesse qu'avec tout l'argent de mes parents réunis. Mais nous étions différents. Genre, très différents. Brent adorait étudier. Je préférais passer un bon moment. Brent gardait un mode de vie sain. Je continuais à passer un bon moment. Brent était fan de théâtre et de musée. Et j'étais... oui, fan de passer un bon moment. Brent avait des projets formidables pour l'avenir. Une famille, un doctorat et posséder une entreprise. J'avais prévu de continuer à passer un bon moment. Le destin nous a réunis dans un cinéma sur une première de film. Il avait envie avec dégoût de partir et je l'ai regardé pour la 3e fois consécutive. Maintenant, je ne suis pas sûre que tout soit aussi simple. Peut-être que le chat chassait une souris depuis longtemps et le film n'était qu'une excuse. Avez-vous déjà été utilisé par d'autres personnes? Terrible sensation. C'était bien au début. Il était si sobre et sérieux, m'entraînant plus rigoureusement que mon propre père. Il m'est venu trop tard qu'il ne s'intéressait pas à mon bien-être, mais d'une certaine manière que je m'insère dans ses projets futurs. Le futur maire ne peut pas avoir d'épouse radicale, n'est-ce pas? Mais le processus de rééducation était difficile. J'étais très capricieuse. S'il m'entraînait dans un théâtre, je le traînais dans un stand de tir ou à un pique-nique dans le parc, au lieu des musées. Cela ressemblait à une vraie guerre. Mais de toute façon, c'était un bon garçon et un petit ami incroyable. Il a même eu de belles relations avec ses ex. Et de plus, ma famille l'aimait. Eh bien, mes copines avaient des opinions mitigées à son sujet et ma meilleure amie Sarah était certainement prête à bouillonner et à râler contre Brent. La vie a montré que Sarah avait raison, tandis que d'autres avaient complètement tort. Il y a quelques semaines, un cirque ambulant est apparu dans notre ville. Un très joli cirque dans un train avec les chapiteaux, les animaux et son propre Luna Park. À ma grande surprise, Brent n'a pas roulé des yeux en disant que le cirque était un divertissement enfantin et que je ferais mieux d'aller voir les squelettes de dinosaures dans le musée avec lui. Peut-être n'était-il pas si désespéré. Sarah y est allée avec moi et nous nous sommes beaucoup amusés sur les montagnes russes, dans une galerie de tir et autour de la tente Popcorn. Bien sûr, nous nous sommes taquinés. Alors que nous passions devant la tente de la clairvoyante, Sarah, sceptique et matérialiste convaincue, a commencé à me pousser du coude et à grogner avec indignation. Eh bien, j'ai immédiatement décidé de la contrarier un peu. À l'intérieur de la tente sombre et visiblement magique, se trouvait la prophétique Cassandra. Ses services coûtent trop cher pour un cirque ambulant. Mais ce n'était pas un gros problème pour moi. Je n'ai jamais compté l'argent. La voyante était clairement contente de mon arrivée. Probablement, seuls quelques-uns ont accepté de payer autant. Au début, je rigolais, ne croyant pas que j'écoutais les délires d'une fausse clairvoyante. Mais ensuite, ce n'était plus drôle. C'était comme si elle savait tout de moi. Ma première chute, le nom de mon jouet d'enfance préféré,
comment Brent et moi sommes allés à notre premier rendez-vous. Je lui ai posé des questions sur l'avenir. Prudemment, avec des pincettes. Je ne suis pas une imbécile comme ça, à tout croire tout de suite. Cassandra a eu une sorte de crise, puis elle a déclaré que demain, Brent irait au cinéma avec moi et qu'il porterait une cravate rouge. Je savais avec certitude que les projets de Brent pour demain sont complètement différents et qu'il n'a pas une seule cravate rouge. Et puis Cassandra a roulé des yeux de façon effrayante et a affirmé que Brent mourrait si je n'étais pas près de lui. Le lendemain, ce n'était tout simplement pas approprié. J'ai jailli du chapiteau et, saisissant Sarah perplexe par le coude, je suis partie aussi loin que possible à la maison. Le lendemain, Brent est arrivé sans appel. Il a dit qu'il avait obtenu la première publication dans une revue scientifique ce jour-là. Donc à cette occasion, il a été libéré de la conférence et on lui a présenté une cravate terrible qu'il devait porter et qu'il m'appelait au cinéma pour fêter ça. La cravate était rouge. Je ne pouvais penser à rien d'autre. Essayez juste de me comprendre. Je n'en croyais pas mes yeux. La situation avait besoin d'explications et je suis retournée voir cette voyante. Quelqu'un peut-il facilement vous confondre? Une boule de cristal et quelques coïncidences ridicules ont suffi à m'avoir. Cette fois, la diseuse de Bonaventure ne fut même pas surprise de me voir. Apparemment, les esprits lui avaient déjà envoyé une vision, et cette vision disait que seules ces directives me conduiraient à une vie heureuse. Sinon, un destin terrible m'attendait, moi et tous mes proches. C'est ainsi que ma nouvelle vie a commencé. Chaque jour, comme sur des roulettes, je suis allée au chapiteau de la voyante et j'ai eu ma routine du jour. Le premier jour, j'ai dû aller à un dîner important avec Brent, sinon, il s'étoufferait avec une arête de poisson et mourrait. Le deuxième jour, une visite au cinéma où Brent serait abattu par le mari de l'une des actrices quand Brent viendrait lui offrir des fleurs. Pour me sauver, moi et mes proches, je devais m'affairer dans la ville avec les ordres de Brent. Sourire à ses amis, aller à ses stupides expositions, je ne pouvais même pas discuter avec lui. Je me suis effondrée quand Brent a commencé à parler de dîner avec mes parents. Avant cela, il y avait une semaine de fantasmes colorés de Brent sur la merveilleuse start-up qu'il avait trouvée et la rentabilité avec laquelle il voulait investir de l'argent qu'il n'avait jamais eu. J'ai compris qu'il était sur le point de soutirer de l'argent à mon père pendant ce dîner. Nous nous sommes disputés et je lui ai dit de partir. C'était ma première soirée libre depuis l'arrivée du cirque en ville. Et je voulais me reposer, mais je ne pouvais pas me détendre. La voyante a dit que Brent et mon père auraient des ennuis si je n'étais pas d'accord avec ce que Brent dirait ce jour-là. C'était absurde, n'est-ce pas? Et sinon? Ce soir-là, j'ai reçu 2 appels. L'un venait de mon père. Quelqu'un a raflé sa voiture alors qu'il était au bureau. Un autre était de Brent. Brent est allé à l'hôpital. Quelqu'un l'a attaqué, lui a donné un coup de poing dans son œil et a volé son portefeuille. Eh bien, merci de rester en vie. J'ai accepté d'organiser le dîner avec mes parents. Je n'ai plus essayé de contester les prédictions. Je n'ai compté que les jours avant le départ du cirque et la fin de mon tourment. J'en avais assez d'avoir peur à la vue de la tante d'une maudite voyante qui apportait tant d'anxiété et de maux de tête dans ma vie insouciante. La voyante n'a pas dit cela directement, mais j'ai senti vers quoi ça se dirigeait. Si je ne promettais pas d'épouser Brent, ça finirait mal. Le dernier jour avant le départ du cirque, je suis allée à la tente comme pour y être exécutée. J'ai décidé de venir plus tôt pour faire avancer les choses rapidement, en disant vaguement à Brent que j'avais des affaires en ville. J'étais tellement fatiguée de le sauver pendant ces semaines que je le détestais presque. Je me suis penchée pour entrer dans le doux crépuscule puant qui m'était devenu si familier. J'ai tiré le bord du rideau avec ma main et je me suis figée. Parce que j'ai entendu la voix de Brent. Je n'ai pas eu le temps de comprendre quoi que ce soit, mais j'ai sorti mon téléphone et activé l'enregistrement audio. Et pas en vain. Oh, j'ai entendu beaucoup de choses amusantes. Cassandra, elle avait une voix jeune et claire quand elle ne sifflait pas les prédictions, a dit à Brent qu'elle avait gagné 2 fois plus avec la folle que d'habitude pendant la saison. Brent a répondu qu'il gagnerait encore plus grâce à l'aide de Cassandra et de sa boule de cristal. Ils ont passé quelques minutes à se livrer des souvenirs du passé, comment ils étudiaient ensemble à l'école, comment ils allaient au bal de promo ensemble. Brent ne connaissait pas seulement Cassandra, elle était son ex. Puis Brent a commencé à énumérer quelles autres prédictions devaient être faites. Pour me convaincre de l'épouser, d'arrêter de me comporter comme une sauvage, et pour que je n'aille définitivement nulle part,
Elle a proposé de le prophétiser. Par exemple, un accident, et il ferait en sorte qu'il se réalise. J'ai eu 10 bonnes minutes de preuves incriminantes sur mon téléphone, que j'ai immédiatement envoyé à tout le monde, mes amis, ses amis, nos parents. Et puis je suis entrée triomphalement dans la tente. Oh, comment ces deux agissaient. Cassandra a même fait semblant d'avoir une crise de vision. Mais c'était trop tard. J'ai rompu avec Brent juste là. Je prédis que Brent n'obtiendra pas d'argent pour des startups et qu'il n'établira aucun lien dans cette ville. Quant à moi, je n'ai plus besoin d'avenir. Merci beaucoup. J'arrangerai mon destin sans l'aide de boules de cristal. Vous avez apprécié l'histoire? Assurez-vous de lui donner un j'aime et de rester sur notre chaîne. Il y a beaucoup plus de vidéos utiles ici. Et soyez prudents avec les prédictions. Salut, mon nom est Charlize, j'ai 20 ans. Avez-vous déjà rencontré l'homme de vos rêves et êtes tombée complètement amoureuse de lui? Tellement que vous vous êtes rendue folle? Visionnez cette vidéo jusqu'à la fin et je vous révélerai que même l'homme le plus parfait a des squelettes dans son placard qu'il cache avec soin. J'ai un frère, Jim, qui a 20 ans. Il est mon frère jumeau. Nous sommes comme les deux doigts de la main. J'étudie les langues et j'enseigne le français aux enfants gratuitement pour me permettre de pratiquer. J'adore la France et je rêve d'y aller un jour pour rencontrer l'homme de ma vie. Il doit être beau et fort pour me protéger et me prendre dans ses bras. Jim travaille dans le domaine de l'éducation. Il est un programmeur et il invente une application pour donner des leçons en ligne. Il m'a demandé de l'aide. Il voulait mettre son programme à l'épreuve. Il m'a offert de donner une leçon de français en ligne pour un de ses collègues. Lorsque j'ai vu la photo de son collègue, je comptais les jours avant la leçon. Il se nommait Paul. Il avait 22 ans et il était beau comme un dieu, avec de beaux cheveux et des yeux bleus impénétrables. J'étais déjà folle de lui. J'étais anxieuse avant la leçon et me suis préparée soigneusement. Je n'avais jamais enseigné à un adulte auparavant, encore moins à un gars comme ça. Comment contrôlez-vous votre excitation? Est-ce que vous prenez un calmant ou faites de l'exercice? Aussitôt que la caméra s'alluma, je n'avais plus de mots. Je ne pouvais même pas formuler quelques mots en français. J'ai aperçu Paul sur l'écran et je me suis sentie devenir toute molle. Jim commença à s'éclater de rire. J'ai crié à mon frère d'arrêter de me déranger. Paul remarqua mon hystérie et cela m'a rendue doublement gênée. J'ai alors fermé mon portable et me suis levée. Je craignais d'avoir tout bousillé. J'ai dû avoir l'air d'une pauvre imbécile aux yeux de Paul. Je voulais me reprendre. Et quand Jim m'a dit qu'il allait visiter Paul pour arranger le son du programme, il aurait besoin de mon portable. J'étais heureuse de lui dire que je voulais l'accompagner. Pour changer l'impression que Paul avait eue de moi, j'ai décidé que je devais bien m'arranger. J'ai mis une belle robe moulante, des talons et me suis maquillée. J'avais l'air de sortir tout droit d'une fête. Quand Paul m'a aperçue bien arrangée de la sorte, il était ébahi. Il me faisait des yeux et me souriait beaucoup. Pendant que nous examinions le problème du son, j'étais assise entre Paul et mon frère. Pour une raison ou une autre, mon frère se fâcha contre moi et me demanda d'arrêter de les distraire car je fixais Paul du regard. Jim commença à se fâcher de plus en plus, me disant que je n'étais d'aucune utilité et que je ne faisais que nuire. Il me tomba sur les nerfs encore et j'ai flippé. J'ai pris mon portable et je suis sortie en trombe de l'appartement de Paul. Je me tenais là en pleurant avec rancœur, mais tout à coup, Paul arriva derrière moi, mit sa main sur mon épaule et me demanda de retourner chez lui. Je lui répondis que j'en avais assez des insultes de mon frère et que je rentrais chez moi. Alors Paul décida de me raccompagner à la maison. Nous avons beaucoup parlé en chemin. Paul était très gentil. Il essayait de me remonter le moral et me demanda de sortir avec lui le lendemain et compenser pour la négativité de ce qui s'était produit. J'ai accepté avec joie. Je ne croyais pas ma chance. Et puis, Paul et moi avons commencé à sortir ensemble. Nous sommes allés à un café
et il m'a dit qu'il m'aimait et voulait que je sois sa petite amie. Cela avait été mon rêve depuis le début. Mais ce n'était pas aussi rose que je me l'étais imaginé. Nous avons sorti ensemble pour 3 mois. Nous allions au cinéma, nous visitions des amis. Paul était beau et courtois, mais nous ne nous sommes jamais embrassés. Nous ne faisions que marcher ensemble en se tenant main dans la main. J'essayais de lui indiquer que je voulais vraiment aller plus loin, mais Paul évitait le sujet et semblait bizarre. Était-il si gêné que ça? Et il parlait toujours à mon frère à propos de quelque chose. Ça m'agaçait qu'il passait presque plus de temps avec Jim qu'avec moi. Et un jour, nous sommes tous allés chez Paul pour regarder un film et manger de la pizza. Paul et mon frère, comme d'habitude, ont commencé à se parler en secret. J'ai dit que j'étais fatiguée et que je m'en allais chez moi. Je n'avais pas besoin que personne ne me raccompagne à la maison. Je prendrais un taxi. Je me suis dirigée vers la sortie et les garçons sont restés pour regarder la comédie. Mais je ne suis pas partie. J'ai claqué la porte et je me suis cachée dans le placard de la salle de bain. Je voulais épier Paul. Après un moment, j'ai entendu mon frère quitter aussi. Je voulais vraiment découvrir le secret de Paul et je voulais aussi le voir nu. Environ 1 heure suivant le départ de Jim, Paul entra dans la salle de bain. C'était incroyable. Il enleva chaque morceau de vêtement lentement. Son corps était parfait. Avez-vous déjà espionné quelqu'un en secret? Paul remplit le bain d'eau chaude. Il y mit du bain moussant et s'y installa. Je continuais de l'épier du placard. Après son bain, il se tenait devant le miroir, se regardant de haut en bas. Il s'exaltait devant son propre corps en se touchant. Ça m'amusait. Je ne pouvais plus détourner mes yeux de lui. Mais ce qui arriva après me laissa bouche bée. Paul prit une petite culotte de femme et l'enfila. Où avait-il même trouvé ça? Peut-être voulait-il me truquer? Mais j'ai ensuite remarqué qu'il enfila aussi une brassière, des bas-culottes, se mit du maquillage et sortit de la salle de bain arrangé ainsi. J'étais totalement sous le choc et je ne comprenais pas ce que cela voulait dire. J'ai décidé de m'éclipser avant qu'il ne remarque ma présence pour réfléchir à ce que je venais de voir. Je ne m'attendais pas à ce qu'un garçon aussi masculin que Paul enfilerait des petites culottes de femme et se mettrait du maquillage. J'ai réfléchi à ce que j'avais vu pour un long moment. Peut-être que Paul aimait tout simplement se déguiser. Je me serais déguisée pour lui. Le jour suivant, j'ai appelé Paul et je lui ai dit que nous devions parler. Paul était ravi de mon offre et répondit qu'il voulait aussi me parler. Il est venu directement chez moi et je lui ai avoué que je connaissais son secret et que je comprenais que c'était gênant d'en parler, mais que ça valait quand même le coup. Je lui ai dit que je ne le jugeais pas pour les jeux de rôle qu'il faisait et que j'étais même prête à amener du piquant dans sa vie sexuelle et qu'il me ferait plaisir qu'il se déguise en femme devant moi. Au même moment, mon frère passait devant ma porte de chambre qui était entr'ouverte et entendit toute la conversation. En entendant mes paroles, Paul devint tout blanc et tomba dans les pommes. Mon frère me cria d'aller chercher de l'eau et il tenta de l'aider à se relever. En revenant avec le verre d'eau en main, j'ai été témoin d'une scène qui me laissa bouche bée encore une fois. Paul et Jim se tenaient les mains affectueusement et s'embrassaient. J'ai échappé le verre d'eau, pensant à me sauver. Mais Paul me demanda de rester, car il voulait me parler. Les 2 garçons m'annoncèrent que Paul était un travesti, que c'était sa dépendance secrète et pas seulement pour rigoler, que Jim était bisexuel et qu'ils sortaient ensemble depuis déjà 6 mois. Que la seule raison pour laquelle Paul avait commencé à me parler était pour cacher sa relation avec mon frère. Je ne m'attendais vraiment pas à ça. Je m'étais faite à l'idée d'accepter les bizarreries de Paul, mais pas à me faire utiliser. Je courus hors de la chambre en larmes. Je me sentais comme une pauvre idiote. J'étais si offensée par ce qui venait d'arriver que j'ai décidé de me venger sur eux.
J'ai immédiatement tout dit à mes parents. Ils étaient très stricts avec nous et pas très doux avec Jim. Ils ont mis Jim à la porte et lui ont dit qu'il n'était plus leur fils jusqu'à ce qu'il mette un terme à ces absurdités. Après tout ce scandale, je m'assis seule à la maison cette soirée-là, à regarder des photos de moi, Jim et Paul. Les derniers 3 mois avaient été les mois les plus amusants et excitants de ma vie. Nous nous étions tellement amusés et tout était génial, malgré la situation. Je m'ennuyais de cette période. Et maintenant, je me sentais si mal à l'idée que Jim était maintenant seul et qu'il n'avait aucun support familial. Et c'était entièrement ma faute. J'avais révélé leur secret qu'ils avaient partagé avec moi. Je voulais arranger la situation et je n'étais presque plus fâchée contre eux. Je suis allée à la maison de Paul et j'ai attendu les garçons. Quand je les ai aperçus, je me suis immédiatement excusée et je leur ai offert mon support et mon amitié. Je leur ai dit qu'ils me manquaient. Paul et Jim m'ont regardé, ont souri et m'ont invité à prendre le thé. Les garçons se sont aussi excusés. Ils ont réalisé qu'ils s'étaient servis de moi et que cela m'avait blessée. J'ai commencé à revoir Paul et Jim, mais maintenant, ils étaient officiellement en couple et j'étais leur meilleure amie. Je pensais maintenant que personne n'était à l'abri des surprises lorsqu'ils étaient à la recherche de leur âme sœur, car même les garçons les plus masculins pouvaient être vulnérables à l'intérieur. Si vous avez aimé mon histoire, aimez la vidéo et abonnez-vous à notre chaîne. Passez une excellente journée et laissez toujours vos proches être honnêtes avec vous. Bonjour, mon nom est Mia, j'ai 17 ans. Vous êtes-vous déjà chicané avec une meilleure amie à cause d'un garçon, au point qu'elle vous bloque et ne veuille plus vous voir? Visionnez cette vidéo jusqu'à la fin pour voir comment j'ai essayé de séduire le fiancé de ma meilleure amie pour prouver qu'il était un tombeur et comment tout s'est terminé. J'ai une meilleure amie, Olivia. Elle a 19 ans et elle est sur le point de se marier. Nous sommes des amis depuis notre tendre enfance. Nos parents étaient amis aussi et nous sommes toujours inséparables. Je suis intéressée par la psychologie. J'ai toujours été intéressée par la raison d'agir de certaines personnes. Quel est le secret d'une relation de famille harmonieuse? Comment se trouver soi-même dans ce monde? J'avais beaucoup de questions et j'espérais que la psychologie m'éclaircirait sur ces sujets. Ensemble avec Olivia, nous assistions au cours d'un club de psychologie de notre ville. Je lisais beaucoup d'articles sur Internet et les partageais avec des amis. Mais elle a commencé à sécher les cours et elle n'avait même pas le temps de les lire. Elle a rencontré Ed et est tombée follement amoureuse de lui. Olivia a même cessé de me parler et passait tout son temps libre avec son petit ami. Je crois sincèrement que l'amitié est plus fort que l'amour, mais je n'ai pas jugé Olivia, connaissant sa nature romantique et passionnée. J'étais curieuse de découvrir ce qu'elle voyait en Ed. Est-ce qu'une de vos amies a déjà sacrifié votre amitié pour l'amour d'un nouveau gars? Est-ce qu'ils ont remis vos rencontres, poussé vos plans, tout cela pour se donner à une autre passion? Et puis un jour, un mois après notre dernière conversation, Olivia m'a appelée très heureuse et elle m'a dit qu'ils allaient se marier. J'étais quelque peu offensée. Ma meilleure amie était fiancée et elle me l'a annoncé au téléphone et non en personne. Et je n'avais toujours pas rencontré ce merveilleux futur mari. Puis Olivia m'annonça que le mariage était dans 2 semaines. Elle voulait que je sois une demoiselle d'honneur et que j'aide avec les préparatifs. J'aimais beaucoup Olivia et je n'étais pas capable de lui dire non. J'étais heureuse d'offrir mon aide. Nous avons commencé à visiter les salles pour la cérémonie et commander un gâteau de la pâtisserie. Olivia voulait vraiment que tous les beaux moments du mariage soient immortalisés et elle m'a demandé de trouver un endroit pittoresque pour une séance de photos. Je connaissais l'endroit rêvé et je lui ai suggéré de venir le visiter, mais Olivia était trop occupée à essayer des robes de mariée. Donc, elle a envoyé Ed à sa place. Cela ne me dérangeait pas. C'était une excuse pour apprendre à mieux le connaître. Nous n'avions pas eu beaucoup de temps pour apprendre à nous connaître à travers tout ce chahut de pré-mariage. Je voulais découvrir quel genre de personne il était, car je m'inquiétais pour mon ami. Nous sommes allés sur la côte, moi et Ed, et il était très gentil et très drôle. Je me suis retrouvée à bien l'aimer, mais l'amitié était une chose sacrée pour moi.
Nous sommes arrivés à la côte, nous avons pris quelques photos d'essais expérimentants avec quelques angles différents, et puis pendant notre séance d'autoportrait rigolo, Ed embrassa ma nuque comme s'il était en pleine séance de photos de mariage. J'étais embarrassée par ce qu'il avait fait. Il s'est mis à rire et il a dit qu'il s'était imaginé Olivia plutôt que moi. Et j'ai ricané inconfortablement, mais quelque chose à l'intérieur de moi n'allait pas. Je trouvais cela bizarre, je me sentais mal, je ne voulais pas fâcher Olivia. J'ai décidé de terminer la séance de photos et vite retourner chez moi. Je n'étais pas confortable seule avec Ed. Il faisait comme si de rien n'était. Il faisait encore des blagues en me regardant et me souriant. J'ai envoyé des photos de la côte à Olivia, mais j'ai supprimé celles où Ed m'embrassait. Mon amie était enchantée par le paysage et elle m'a remerciée. J'avais un peu honte de ne pas lui avoir dit ce qui s'était passé, mais peut-être que j'avais imaginé le tout et que Ed n'avait fait que poser pour la caméra, faisant semblant d'embrasser Olivia. Olivia devait encore choisir son bouquet de mariage et les décorations pour le hall, donc nous sommes allés chez le fleuriste. Pendant qu'elle discutait de tous les détails avec le fleuriste, j'ai décidé d'aller au café de l'autre côté de la rue, car je savais que ce serait une longue journée. J'avais besoin d'un peu d'entrain. En traversant la rue, j'ai regardé autour de moi et j'ai vu des amoureux, et cela me rendit heureuse pour eux d'avoir trouvé leur douce moitié. J'ai même commencé à envier Olivia pour un moment, car elle aussi avait trouvé l'amour de sa vie et j'avais pratiquement perdu mon amie. Pendant que j'étais perdue dans mes pensées, j'ai regardé par la fenêtre d'un café et j'ai aperçu un couple qui s'embrassait. Le gars ressemblait drôlement à Ed. Je me suis approchée pour voir de plus près et j'avais raison. C'était bien Ed et il embrassait cette femme étrangère. Je n'en croyais pas mes yeux. Ed trompait bel et bien Olivia pendant qu'elle se préparait pour leur mariage. J'ai rapidement pris mon café et je suis retournée chez le fleuriste avec la ferme intention de tout révéler à Olivia. Elle ne méritait pas de se faire traiter de la sorte. Elle devait connaître la vérité. Mais quand je suis retournée au magasin, Olivia était si heureuse avec ses fleurs. Olivia avait choisi des roses blanches et elle disait que celles-ci représentaient son amour pur et sincère. Elle m'a avoué qu'elle était folle amoureuse de Ed et que si quelque chose lui arrivait et qu'il disparaissait de sa vie, elle mourrait de sa peine d'amour. Elle voulait vraiment que j'essaie de comprendre ses sentiments. Plutôt que de lui révéler ce que j'avais aperçu, j'ai décidé de ne rien dire car j'avais si peur de briser le cœur de mon ami et je ne savais pas comment lui annoncer que Ed n'était qu'un traître et un menteur. Qu'auriez-vous fait à ma place ? Combien de fois avez-vous eu à dire à un de vos proches quelque chose de la sorte ? J'étais confuse et très frustrée de la situation. J'ai décidé de demander conseil à ma mère. Ma mère était toujours raisonnable et juste, et j'espérais qu'elle pourrait m'aider. Ma mère m'a dit que l'infidélité était une accusation très sévère et que je devais être sûre de ce dont je parlais avant d'avertir Olivia. Mais Olivia risquait tout de même encore de ne pas me croire. L'amour est aveugle, il nous arrive souvent de ne pas remarquer les détails de notre âme sœur. Le jour suivant, Olivia m'appela de nouveau, me priant d'amener Ed à la bijouterie d'une ville voisine. C'était le seul endroit qui vendait les bagues de mariage qu'il voulait, et mon doigt était de la même taille que celui d'Olivia. Je ne pouvais pas refuser. Mais c'était difficile pour moi d'accepter après ce que j'avais vu. Je ne savais pas comment me comporter en présence de Ed. En route, il était très songeur et silencieux. Je ne voulais pas vraiment lui parler non plus. Et puis tout à coup, il me dit qu'il m'avait vue par la fenêtre de l'hôtel le jour précédent et savait que je l'avais vue avec une autre femme. Il m'a remercié de ne pas l'avoir dit à Olivia et me demanda ce que je voulais de sa part pour assurer que je reste silencieuse. Il me dit alors qu'il serait prêt à répondre à n'importe quel de mes caprices, même les plus osés. Je ne m'attendais vraiment pas à ça. En fait, je voulais le dire à Olivia, mais j'avais seulement eu peur de lui briser le cœur. Et je voyais maintenant que Ed ne s'en voulait même pas pour ce qu'il avait fait. Et il commença à me draguer de façon très effrontée. Quel trou du cul! J'étais fâchée contre lui, mais je ne l'ai pas montré. J'avais un plan.
Je lui ai dit que je ne le blâmais pas pour cette frivolité et que j'étais prête à les supporter. Ed a pris cela comme une invitation, arrêta la voiture et m'embrassa sur la bouche. J'ai réussi à allumer la caméra de mon téléphone de justesse pour prendre une photo. Maintenant, j'avais des preuves qu'il n'était qu'un tombeur et courait les jupons. Je n'ai pas rendu l'appareil et j'ai essayé de maintenir mes distances tout au long du voyage. Ed était très déplaisant. Il mentait à ma meilleure amie et il était prêt à la tromper, et ça même avec moi. Nous avons acheté les anneaux. Ils étaient magnifiques. Dommage que tout cela était peine perdue. Après cela, je planifiais tout révéler à Olivia dans le but qu'elle annule son mariage et ne se lie pas avec un tel traître. Nous nous sommes rencontrés au salon de beauté. Elle se faisait faire une manucure de pré-mariage. J'ai décidé d'aborder le sujet de Ed immédiatement, allant petit à petit pour bien la préparer à ce qu'elle s'apprêtait à entendre. Je lui ai demandé si elle était certaine de vouloir se marier car c'était un engagement à vie et que peut-être que Ed n'était pas la bonne personne pour elle et qu'elle commettait peut-être une grossière erreur. Après tout, ils ne s'étaient rencontrés il y a que quelque temps et n'avaient pas eu la chance de bien apprendre à se connaître. Olivia me regarda et me dit que j'étais simplement jalouse. Cela m'offensa car je voulais seulement le bonheur d'Olivia et je voulais lui sauver un cœur brisé. Elle ne me prenait pas au sérieux. J'ai donc sorti mon téléphone et lui montra la photo de Ed m'embrassant dans la voiture. Les faits auraient dû lui faire changer d'avis. Olivia regarda la photo et éclata en sanglots. Je l'ai entourée de mes bras et j'ai caressé ses cheveux en la rassurant qu'elle trouverait quelqu'un de mieux qu'Ed, qu'elle avait toute sa vie devant elle et qu'il n'était pas son dernier amour. Quand Olivia s'était finalement calmée, elle me regarda et me remercia de lui avoir montré qui j'étais vraiment avant son mariage. Olivia m'accusa d'avoir séduit Ed, elle me traita de traître et me défendit de venir à son mariage et de rester hors de sa vie. Et voici comment j'ai perdu ma meilleure amie. Olivia m'ordonna de quitter et de ne pas gâcher son humeur et ses préparatifs de pré-mariage. J'ai quitté le salon les yeux pleins d'eau. J'étais détruite que mon amie ne me croit même pas. Nous avions vécu tant de choses ensemble. J'étais prête à tout pour elle. Et à cause d'un connard qui ne méritait rien de sa part, notre amitié était maintenant détruite. C'était aussi de ma faute. Mon plan de mettre Ed à nu avait tombé à l'eau. Ouais, la photo de lui et moi nous embrassant n'était pas la meilleure solution. J'avais l'air d'une séductrice malicieuse et lui d'une de mes victimes. Ed s'en sortirait sûrement et me blâmerait pour tout. Malgré les paroles d'Olivia, je voulais en finir avec mon plan. Je devais sauver mon ami de ce monstre. Il détruirait sa vie. Je n'avais plus d'autre choix que de contacter le frère d'Olivia, Max. Il avait 20 ans. Il connaissait Ed depuis bien plus longtemps que nous tous. Et je doutais que Max serait de mon côté, mais je m'en fichais. Je voulais empêcher ce mariage à tout prix. J'ai montré la photo de Ed et moi nous embrassant à Max. Je lui ai dit que je l'avais aperçu par la fenêtre en train d'embrasser une autre femme le jour précédent. Je l'ai supplié de me croire et m'aider à empêcher Olivia de marier ce traître. Max me regardait stupéfait au début. Et puis, je lui ai dit que Olivia avait mis fin à notre amitié et m'interdisait d'assister à son mariage. Mais cela m'était bien égal. Je voulais ce qu'il y avait de mieux pour elle, et j'allais tout faire pour sortir Ed de sa vie. Avez-vous déjà essayé d'aider un ami contre son gré, même s'il ne vous considérait même plus un ami? Max savait bien ce que notre amitié représentait pour Olivia, et comment je l'aimais, qu'il nous appelait même des sœurs. Il savait que je n'essaierais jamais de faire du mal à mon ami. Alors Max était d'accord de nous aider, et décida de ramasser encore plus d'évidence de l'infidélité de Ed. Nous avons commencé à l'espionner. Max a dit qu'Olivia et Ed planifiaient aller au centre commercial pour acheter quelques articles de mariage. J'y suis allée espérant que Ed ferait une bêtise qui révélerait son infidélité et que je pourrais le prendre en photo. Mais j'étais si prise par ma mission que je n'ai pas remarqué Ed et Olivia devant moi. Ils m'ont aperçue immédiatement. Je les ai salués
Et Olivia fit semblant de ne pas me connaître. Cela m'a marquée. Elle m'a ignorée et avait pardonné Ed, qui était le coupable, et elle lui souriait tendrement. Je voulais lui parler de nouveau et tout lui expliquer. Elle me manquait et notre amitié aussi. Et tout à coup, j'ai reçu un texto de la part d'Olivia, me demandant de la rencontrer dans 5 minutes au coin des cosmétiques. J'étais heureuse, mais douteuse. Pourquoi m'a-t-elle croisée d'un air si hautain? Je courus vite comme l'éclair vers le département des cosmétiques pour la retrouver. Olivia accourut vers moi, anxieuse et perdue. Elle avait l'air déprimée. Olivia avait découvert les textos de Ed avec une autre fille dans lesquels ils allaient en détail à propos de leurs ébats de la nuit précédente, quand Ed était supposément à son enterrement de vie de garçon. Olivia se rappela immédiatement de ma photo et ce que je lui avais dit, et elle avait maintenant l'impression que Ed n'était pas qui il lui faisait croire qu'il était, qu'il ne l'aimait pas et qu'il avait des aventures. Mais Olivia avait peur d'annuler la réception. Tout était déjà prêt. Elle me demanda mon avis concernant ce qu'elle devrait faire. Je l'ai rassurée et lui ai dit que je la supporterais. J'avais un plan de dévoiler Ed pendant la réception de mariage. En feignant un accident, il perturberait ainsi le mariage et ferait un fou de lui devant tout le monde. Ça lui servirait de leçon. Olivia se calma un peu et revint sur terre, et elle me fit un câlin comme dans le bon vieux temps. Cela m'avait tant manqué. J'étais touchée, et j'étais maintenant déterminée de me débarrasser de Ed, qui n'avait fait que causer des ennuis. Le jour du mariage était arrivé. J'aurais dû y être avec elle, mais je devais m'y rendre sans me faire apercevoir. Je me suis donc déguisée en serveuse. Personne ne portait aucune attention aux serveuses. Ed ne m'a pas vue, et personne ne pouvait ruiner notre plan. C'était l'heure du toast solennel et du discours des mariés. Ed est monté sur scène pour remercier tous les invités d'être présents et leur demanda de bien ouvrir les enveloppes qui, selon lui, contenaient une belle surprise. Tous les invités avaient une de ces enveloppes sous leur vaisselle où il y aurait dû y avoir un message de remerciement de la part des mariés. Mais l'enveloppe contenait plutôt une photo d'Ed embrassant une fille inconnue ainsi que des textos romantiques échangés entre les deux suivant une nuit torride. J'avais suivi Ed pendant les quelques jours avant le mariage. J'ai ramassé toutes sortes de scandales à la Ed pour le dévoiler devant tout le monde. Lorsque tout le monde avait vu les photos, plusieurs ont commencé à quitter. Le hall était animé et un membre de la famille d'Olivia a presque cassé la gueule de Ed. Avez-vous déjà été un invité à un mariage ou un autre événement de famille? Un de ces événements qui tournent du tout au tout et s'effondrent dans le chaos et la confusion? J'ai tout observé de la porte de la cuisine. Les célébrations ont tourné en tragédie de famille et Olivia ne pouvait plus soutenir la tension et elle s'éclipsa. J'étais si désolée pour elle, mais j'étais exaltée au fait que Ed avait été exposé publiquement. Il a réalisé ce que l'enveloppe contenait et s'est sauvé vers la cuisine pour s'enfuir des invités mécontents. Et puis, ses yeux ont croisé les miens. Il a vu mon visage conquérant et est devenu rouge de rage. Ed réalisa que j'étais derrière tout ça, que c'était moi. Il s'élança vers moi, furieux, comme s'il allait essayer de me tuer. J'étais confuse et je ne savais pas à quoi m'attendre, et je pris un pas en arrière. Et puis les parents d'Olivia arrivèrent. Ils ont pris Ed par le bras et lui ont dit qu'ils devaient lui parler sérieusement et l'amenèrent quelque part. J'ai soupiré. C'était fini. Mon ami était sauve. Je suis rentrée chez moi, fière de moi. La dernière semaine m'avait vraiment fatiguée. Tous ces sentiments pour Olivia, espionner Ed, développer mon plan de vengeance. J'ai dormi pour 24 heures. Je pensais aussi qu'Olivia avait besoin de temps pour elle, donc j'ai pris une pause et je ne l'ai pas appelée pour quelques jours. Ensuite, j'ai décidé de l'appeler, mais son numéro n'a pas sonné. J'ai essayé de lui écrire sur les réseaux sociaux, mais elle m'avait bloquée. Je ne comprenais vraiment pas ce qui se passait et me demandais qu'est-ce que j'avais fait de mal encore. Je suis allée à la maison d'Olivia pour lui parler en personne. Ses parents m'ont ouvert la porte. Ils m'ont saluée de façon froide. Ils ne m'ont même pas offert de rentrer. Ses parents ont dit qu'Olivia passait une période difficile. Elle avait décidé d'essayer d'oublier tout le monde qui lui rappelait le mariage.
Et moi, je ne faisais pas que lui rappeler le mariage. Tout avait commencé à cause de cette stupide photo de Ed et moi s'embrassant. Et à cause de cette photo, tout le mariage avait été bousillé. Elle avait besoin de temps pour accepter et oublier, comme un cauchemar. Mais comment Olivia ne pouvait-elle pas comprendre que je voulais seulement l'aider? Je ne pensais pas que mon désir de révéler la vérité mettrait notre amitié en péril. Je ne voulais que protéger Olivia d'un mariage avec un traître. Et c'est moi qui terminais sur la liste de personnes qu'elle devait oublier. Après tout, j'avais le droit de parler à Olivia. Je voulais vraiment qu'elle m'explique tout ça en personne. Peut-être qu'elle changerait d'avis. Je l'ai attendue dans le parc, où elle marchait son chien, et je lui ai demandé de m'expliquer tout. Olivia a dit qu'elle a découvert quelque chose sur moi. Ils avaient eu une longue conversation avec Ed après le mariage. Il a tout avoué, il s'est excusé, et il a dit qu'il n'était pas le seul traître et que Olivia devrait apprendre à mieux connaître son ami. Ed a dit que dès le premier jour qu'il m'a rencontrée, il était victime de mes regards équivoques. Et quand nous sommes allés à la côte, pour trouver l'endroit pour prendre des photos, que je l'avais embrassé, qu'il m'a repoussé et qu'il m'a dit que c'était très malfaisant. Olivia m'a demandé si nous nous étions vraiment embrassés. Je ne voulais pas lui mentir. Je lui ai dit que oui, c'était un baiser, mais ce n'était pas comme ce que Ed avait décrit. Mais Olivia ne voulait plus entendre un mot. Elle m'a remercié pour mon aide, mais qu'elle n'était pas prête à me revoir. Olivia ne me faisait plus confiance. Et elle avait raison à propos d'une chose. J'avais caché le baiser. J'avais supprimé la photo. Je ne lui ai pas dit la vérité. Je ne me suis pas comportée comme une amie. Après cette conversation, j'ai décidé que je ne me mêlerais plus jamais des choses de mes amis. Même si j'étais témoin de choses affreuses, mes amis avaient le droit de vivre leur vie comme bon leur semble, faire leurs propres décisions et ne pas avoir à écouter l'avis des autres. Si vous êtes touché par mon histoire, aimez la vidéo et abonnez-vous à ma chaîne. Passez une excellente journée et soyez toujours honnête avec les autres.